Si vous voulez bien prendre place, y compris les anciens secrétaires régionaux de la CFDT. Bien, merci, bonsoir. Peut-être d'autres nous rejoindront, mais on ne va pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc notre invité ce soir est Jean-Michel Elvig. Jean-Michel Elvig est journaliste, il a longtemps travaillé à Libération, il a été directeur adjoint de la rédaction, et puis il a publié un certain nombre de livres, des biographies à caractère politique ou syndical en l'occurrence. Ce livre... Edmond Maire est bien sûr une biographie de celui qui a été le secrétaire général de la CFDT pendant 17 ans. 17 ans. Ce qui me permet de tester le micro. Merci. Mais, qui marche. Mais comme le sous-titre l'indique, c'est aussi une histoire de la CFDT. Et par là même, une histoire d'une tranche importante de la vie de la société française pendant notamment les années 50, 60, 70, 80, 90 même, qui sont particulièrement développées dans le livre. Si nous avons convié Jean-Michel Elvig ce soir, c'est bien sûr en raison de la qualité de son ouvrage. Je vous conseille vivement de le lire. Vous en trouverez d'ailleurs à la sortie tout à l'heure. Mais c'est aussi en raison de la place éminente qu'a joué, que continue de jouer la CFDT dans notre région. La CFDT est la plus importante confédération ouvrière dans les Pays de la Loire, ainsi qu'en Bretagne. Son secrétaire général est un Nazérien, Laurent Berger, qui a suivi des études d'histoire à Nantes. Il a consacré sa maîtrise d'histoire à Monseigneur Villepelé, qui n'était pas un prélat particulièrement progressiste, mais c'est comme ça. Et voilà donc autant de bonnes raisons pour que nous discutions ce soir avec Jean-Michel Elvig. Alors ma première question, puis j'ajoute quand même, parce qu'il n'est pas là ce soir, c'est bien dommage. Guy Laurent, que beaucoup d'entre vous connaissent, Guy Laurent qui est fréquemment cité dans l'ouvrage, qui a été le responsable du service de presse de la CFDT pendant des années cruciales, et qui ensuite, après quelques autres aventures, est devenu directeur de la communication de la ville de Nantes, est un peu à l'origine de cette soirée, puisque avant même que l'ouvrage ne sorte, il nous avait signalé ce travail, et bien sûr, on a tout de suite acquiescé à sa proposition et proposé à Jean-Michel Elvig de venir ce soir. Ma première question, pourquoi cette biographie, pourquoi ce travail quand même considérable? Quelle bouche vous a piqué? L'idée n'est pas de moi, l'idée est de Thierry Pêche, qui était à l'époque directeur général du Seuil. Thierry Pêche, que nous avons eu l'occasion d'inviter ici. Et qui, dans une vie antérieure au Seuil, avait été un des conseillers de Nicole Notat, et par ailleurs aussi éditeur, fondateur de la collection de la République des idées. Donc c'est lui qui me l'avait proposé. Je ne connaissais pas Thierry Pêche. Je ne connaissais pas non plus Edmond Maire, enfin, personnellement, bien sûr. Ça m'a un peu étonné. Je lui ai dit, mais pourquoi moi? Et sa réponse a été, certes, je n'ai pas réputé, je ne suis toujours pas être un spécialiste des questions sociales. J'étais un journaliste politique, comme on dit, au sens où je traitais la vie politique, la vie publique de ce pays, tant de la vie des partis que des actions gouvernementales. Et il m'avait dit que il préférait s'adresser à un journaliste ayant une vue assez large des choses, un certain recul, pour précisément aborder Edmond Maire, la vie d'Edmond Maire, non pas comme une seule histoire sociale, mais comme le témoignage d'une époque, très longue époque qu'il a traversée, qu'il a pu marquer à des degrés divers, qui va des années 50 aux années 80, et aussi raconter la vie d'une organisation, la CFDT, très composite, avec des personnages exceptionnels, nous y reviendrons. Et puis
en toile de fond, l'évolution de la société, l'évolution de l'économie française, l'évolution des mœurs françaises, si tant est que s'il y a bien un syndicat au travers lequel on peut lire comme ça l'évolution de la société, c'est bien la CFDT. Non pas que les autres en étaient coupés, mais la CFDT a toujours été traversée ô combien par tous les débats qui pouvaient agiter la société française. Donc ça faisait comme ça nécessité d'un recul pour mieux appréhender Edmond Maire, sa vie, son œuvre et surtout son époque. Alors, c'est bien sûr de son œuvre et de son époque que nous allons principalement parler, mais parlons un peu de sa vie quand même, et commençons par son enfance. Il naît en janvier 1931 dans la région parisienne, dans une famille modeste, que peut-on en dire ? C'est un milieu catholique, très profondément catholique, dont la vie est organisé autour du catholicisme. C'est un catholicisme populaire, c'est-à-dire que c'est enfin, je veux dire par là que c'est une partie que moi je connaissais pas, n'étant pas issu de cet univers, mais dont j'ai découvert toute la force. C'était le catholicisme dans les années où il naît, dans les banlieues ouvrières. C'est une banlieue ouvrière, organise la vie de tous les jours. Enfin, non plus, il n'y a pas le curé qui vient voir ce qui se passe dans la salle à manger, mais ou dans la chambre à coucher, mais les activités extérieures, pour les jeunes, la vie de paroisse, où on participe à des œuvres de charité, le curé est toujours là pour discuter avec les gens, les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a une école privée catholique à laquelle Edmond Maire va aller, et ça structure la vie d'Épinay, d'une partie de la population, parce que l'autre partie, elle, est plutôt dans le cadre du communiste, dans l'univers communiste. Et ces deux univers, en fait, c'est pas Don Camillo, mais ça coexiste assez bien à Épinay. C'est vrai aussi que les curés d'Épinay ont généralement été des curés marqués par le sillon, Marc Sangnier, donc c'est plutôt... On dirait des curés de gauche aujourd'hui, c'est peut-être un peu excessif, surtout même pour l'époque, mais c'est pas des gens qui ont une certaine ouverture sociale. Il est issu de cet univers-là. Alors d'ailleurs, Edmond Maire va assez vite, vous en parlez rapidement, se détacher de la croyance, en tout cas de la pratique religieuse régulière, mais il a une sœur et un frère. Oui, il a une sœur. Enfin, tous les il y a une sœur qui a été, comment on appelle ça, religieuse, oui. Chez les petits frères de Foucault, qui est, paraît-il, le pire, c'est le plus exigeant pour les gens qui s'engagent dans une vie monacale, enfin religieuse. Et un frère aussi prêtre. Là, me posez pas trop de questions parce que je connais pas très bien. Non, pas prêtre, il était moine. Non, enfin, c'est pour marquer. Oui, voilà. C'est pour marquer l'empreinte religieuse de la famille. Il a une sœur aussi qui était très investie dans les mouvements, dans les associations sociales de la banlieue nord. Enfin, c'était toujours des gens qui, la plupart, tous ont été portés vers les autres, quoi. Alors, deux mots peut-être de son entrée dans la vie professionnelle et de ses premiers engagements syndicaux. C'est venu, il a fait des études, il s'est arrêté en première, enfin il a passé le premier bac, à l'époque il y avait 2 bacs, et puis il est rentré dans la vie professionnelle parce que c'était à une époque où, déjà arrivé jusqu'au premier bac, au bac dans les familles populaires. Son père était un petit fonctionnaire, je dis petit fonctionnaire au sens du grade, de la SNCF, donc famille plutôt modeste, c'était pas la misère, mais enfin c'était bon. Tout était compté. Faire des études supérieures, c'était quand même... on n'y pensait pas, quoi. Enfin, on pensait surtout à travailler le plus vite possible. Il se trouve que c'était une époque aussi où on trouvait du travail assez facilement. Et
il est rentré comme ça, comme dans une entreprise de peinture qui s'appelait Valentine, où il a découvert un peu l'univers du travail, découvert ce qui a beaucoup marqué l'exploitation des ouvriers immigrés. Enfin, à l'époque, on ne disait pas immigrés, c'était des Algériens. L'Algérie, c'était la France. Qui travaillaient dans des conditions absolument abominables. Travaillaient dans des cuves, sur des cuves je ne me rappelle plus les détails techniques, mais enfin, qui aujourd'hui ferait que l'usine serait déjà fermée 3 fois, étant donné les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Et il a commencé comme ça une formation de chimiste qu'il a, en complétant cette formation sur le tas par des cours aux arts et métiers, et il a acquis plusieurs grades comme ça de technicien chimiste qui lui ont permis ensuite d'aller travailler chez Péchinet, qui était pas loin, où là, il a vraiment découvert le syndicalisme en lisant les revues de la Fédération de la chimie, de la CFTC à l'époque, et il était très, 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 très intéressé par les éditoriaux d'un certain Jean-Marie Quiquen, qui ne connaissait pas, et qui était un des animateurs de cette fédération de la chimie, et ça l'enthousiasmait parce que c'était très radical, hein, c'était très, très anti-gouvernemental et surtout très, très engagé contre la guerre d'Algérie. Et Maire fait partie, comme bien d'autres qui vont l'entourer, de cette génération pour qui la guerre d'Algérie a été un peu un moment important de l'entrée, enfin de l'engagement social et politique, pas tellement parce qu'il y est allé. Il est d'une classe qui était un petit peu, qui lui a permis de faire son service avant que commence la guerre d'Algérie. Mais enfin, comme à l'époque, enfin, je ne vais pas raconter toute cette histoire. Il a failli être rappelé. Oui, il y a eu des rappels successifs de contingents. Ben, ça se rapprochait de plus en plus du sien. Et cette guerre d'Algérie, pendant cette guerre d'Algérie, donc la CFTC, ce qui évidemment a été un peu oublié par la suite, a joué un rôle important dans les campagnes, non pas pour l'indépendance de l'Algérie, mais contre la guerre, pour la paix et en tous les cas pour l'autodétermination, qui étaient des positions qui étaient assez en pointe à l'époque et qui lui ont permis notamment de se rapprocher de l'UNEF, qui, pour des raisons propres à l'UNEF, menait aussi ces campagnes. Et avant que la CGT, je parle dans le domaine syndical, s'engage sur ce terrain-là, la CFTC liée à l'UNEF était très, très précurseur, et ça a attiré beaucoup de gens comme Maire et d'autres vers la CFTC. Qu'est-ce qui fait justement que ce jeune technicien dans la chimie s'engage dans la CFTC et pas la CGT par exemple? C'est une évidence, c'est lié à son milieu familial? C'est-à-dire que, je ne vais pas raconter le détail, mais il y avait une section CFTC souvent un engagement syndical, ça se fait parce qu'il y a déjà une section qui existe. Hein. Donc il y avait une section CFTC, mais qui faisait pas grand-chose. Il y avait une section CGT, mais qui était à l'époque tenue de main de fer, si j'ose dire, par un apparatchik PC très, très, très sectaire et dogmatique. La CFTC paraissait quand même un peu moins repoussante. Et puis surtout, je le rappelle, il y avait ce journal de la FIC, la Fédération de la chimie, que Edmond Maire lisait et qu'il trouvait très intéressant. Et c'est vrai que c'était une littérature qui, pour l'époque, quand on le voit avec le recul, ils abordaient tout un tas de questions dans cette revue culturelle, de santé publique,
musique, avec des positions sur la contraception, avec des positions très, très progressistes, y compris au sein de la CFTC. Et ça a motivé, ça a attiré, ça a séduit Edmond Maire. Alors, la CFTC de l'époque est traversée par de vifs débats. Il y a notamment le courant reconstruction qui s'organise, qui se structure et qui milite pour la déconfessionnalisation de la CFTC. Quel rôle va jouer Edmond Maire dans ce mouvement? Alors, la chance, grâce toujours par le fameux Jean-Marie Quiquenne, qui est un personnage assez exceptionnel. Donc, je suis content d'avoir un peu raconté sa vie, parce que c'est des personnages, comme bien d'autres, sont complètement oubliés. C'est dommage. Au moins, j'espère que ça laissera une trace. Plus tard, on parlera de Marcel Gonin, autre figure importante dans l'engagement d'Edmond Maire. Le rôle que joue donc la guerre d'Algérie est très, très, très important, donc je vous l'ai dit. Et puis, Jean-Marie Quiquenne aussi découvre ce jeune militant plein d'ardeur. Et Jean-Marie Quiquenne est lié à Reconstruction. Reconstruction, c'est un mouvement, là aussi, c'est un peu oublié, ce qui est dommage, qui avait été créé par Paul Vignaud, un grand intellectuel, enfin, quand je dis historien, médiéviste, grand professeur à la Sorbonne, qui avait créé le SGEN, le syndicat de l'éducation nationale, en 1937, et avec cette particularité dans la CFTC d'être le seul syndicat qui n'avait pas de référence confessionnelle, tout simplement parce que c'était un syndicat des enseignants dans l'enseignement public, laïque, donc ils avaient obtenu, enfin, ils considéraient que le SGEN ne devait pas avoir de référence aux questions religieuses, comme l'avait la CFTC à l'époque dans ses statuts. Et Paul Vignaud, après-guerre, avait été contacté par deux ouvriers de Brest, qui s'appelaient Savouillant et... excusez-moi, j'ai plus la mémoire de ce que j'ai écrit. Il y a un index dans le livre. Il y a un index de livres qui étaient eux-mêmes, avaient envie sentaient que la CFTC devait devait un peu se dégager de ses origines chrétiennes. Et on avait parlé avec Paul Vignaud, et en même temps, l'idée était venue qu'il fallait donner aux militants les plus engagés, enfin, des gens ayant déjà une responsabilité syndicale, un moyen de se former, de s'ouvrir l'esprit, de s'éduquer, et d'où l'idée de faire un mouvement qui soit à la fois un mouvement qui aille dans le sens de ce qu'on appelait peut-être pas encore la déconfessionnalisation, mais enfin aller dans ce sens, et en même temps soit une espèce d'école, d'université plutôt, de formation des militants. Et Maire est rentré là-dedans, et ça lui a permis de côtoyer un certain nombre de gens qui vont jouer un rôle important dans sa vie après, et de participer à des débats de très haut niveau. Les cahiers de reconstruction des années 50, c'est extraordinaire. Hein. Il y a des débats d'une richesse, notamment sur le travaillisme, la social-démocratie, sur l'évolution du socialisme démocratique, sur l'évolution de l'URSS, sur des problèmes économiques très, très pointus. On lit après coup, cette littérature-là était autrement plus approfondie et de meilleur niveau que ce qu'on pouvait lire dans les littératures des partis politiques de l'époque. Et c'est une chance pour Maire d'avoir été formé dans ce mouvement reconstruction qui n'était pas, qui était extérieur, enfin intérieur et extérieur à la CFTC. C'est-à-dire, c'était essentiellement des cadres de la CFTC, mais ça ne se voulait pas ça ne se voulait pas être un mouvement interne à la CFTC. Il n'empêche qu'il y avait une relation permanente entre cette association reconstruction à l'extérieur et à l'intérieur, la minorité qui voulait aller dans le sens d'un engagement plus fort de la CFTC dans la gauche française, et surtout dans la déconfessionnalisation. Il me semble qu'il y a au moins une chose qu'on peut retenir de ces années d'enfance, de jeunesse, de formation. Vous l'écrivez
très bien à la fin d'un chapitre intitulé Le creuset de la chimie, précisément, où vous expliquez que quelques années plus tard, le thème de la nouvelle classe ouvrière va faire florès, avec notamment des sociologues comme Serge Mallet. Et vous écrivez très, très justement, me semble-t-il, que Edmond Maire, par ses origines, son itinéraire, sa conscience du monde, est assez représentatif lui-même de cette évolution sociale de la classe ouvrière. Oui, parce que c'est à partir des années 57, 58, il commence à y avoir apparaître le thème de la nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire qu'on considère, on constate que l'évolution des technologies, des techniques, fait que de plus en plus dans le processus de production, les gens ayant une haute compétence technique, les techniciens sont intégrés dans le processus de production et d'une certaine façon constituent une nouvelle classe ouvrière, sachant que l'ancienne, certes demeure, mais n'est plus exclusivement celle qui participe du processus de production, avec en plus une circulation qui ne se fait plus maintenant, mais qui existait quand même beaucoup plus à l'époque, où on pouvait passer d'ouvriers professionnels à techniciens. Enfin, il y avait on pouvait encore, à l'époque, progresser sur le tas, donc se former sur le tas. Donc il y a toute et Maire et bien d'autres aussi, Chérec aussi, est assez révélateur de cette évolution. La Fédération de la chimie étant elle-même l'expression syndicale la plus forte de ça, puisque dans la chimie, même s'il y a beaucoup d'ouvriers au sens classique du terme, il y a de plus en plus de techniciens, bien sûr, qui sont intégrés dans le processus de production. Alors, on a parlé de reconstruction, du rôle joué par ce courant au sein de la CFTC. On aboutit en 64 à la création de la CFDT, la rupture au sein de la CFTC. Et donc vous décrivez ça longuement, on va peut-être pas s'attarder sur cet aspect des choses, même si c'est très intéressant. C'est aussi le moment où Edmond Maire va devenir un professionnel du syndicalisme. Qu'est-ce qui le conduit à cela ? C'est-à-dire dès 58, on lui propose, sa fédération lui propose de devenir permanent syndical, ce qui est un grand choc pour lui, parce qu'il n'y avait pas... il s'était pas engagé dans cette voie-là. D'ailleurs, il est rare que les gens commencent à faire du syndicalisme en disant un jour je serai permanent. Mais là, c'est une surprise. C'est un choix de vie tout d'un coup qu'il va faire sans que sa femme adhère à ça avec un enthousiasme absolu, mais bon, ça fait partie, ça aussi, de la vie. Mais c'est son engagement. Donc il est, avant la déconfessionnalisation, il est déjà permanent de la fédération. On va passer très vite, et on ne va pas raconter la vie d'Edmond Maire comme ça au travers le temps. Il faut bien comprendre qu'il joue des rôles à certains moments qui sont divers, plus ou moins. La déconfessionnalisation, il joue un rôle d'aiguillon, mais il faut rendre à César, si j'ose dire, ce qui lui appartient. C'est quand même Eugène Descamps qui va être celui qui va permettre qu'il y ait cette mutation. Edmond Maire étant un peu poussant un peu pour éviter des relâchements ou des hésitations, mais c'est quand même la déconfessionnalisation, c'est d'abord Eugène Descamps. Alors, à partir de quel moment Edmond Maire va-t-il jouer un rôle de premier plan au sein de la Confédération ? Ouais, il va jouer un rôle. D'abord, il prend une importance. D'abord, la fédération de la chimie, c'est pas la plus nombreuse. Plus nombreuse, ça sera longtemps la métallurgie, mais c'est quand même celle qui produit le plus de littérature théorique, qui est très, 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 très engagée. Dès les années 50, la fédération de la chimie se prononce pour le socialisme démocratique, prend l'option socialiste, ce qui au sein de la CFTC est un peu très, très minoritaire et très.
prend donc la Fédération de la chimie. Ils sont pas trop aimés parce qu'ils ont un côté très dogmatique, mais en même temps, on les admire parce qu'ils ont quand même une certaine envergure intellectuelle, beaucoup des analyses souvent très pertinentes sur la question des luttes sociales. Donc, il prend une certaine importance, enfin une certaine notoriété, de réputation dans l'appareil, dans le milieu syndical, dans son milieu syndical CFDT. Et c'est un concours il est promu, tout le monde sent bien qu'il va prendre de plus en plus d'importance. On lui confie Eugène Descamps lui confie, avant le congrès de 70, lui confie l'action revendicative. À l'époque, ça s'appelle pas exactement l'action revendicative, mais c'est dans le syndicat, dans une confédération syndicale, et c'est pas seulement vrai à la CFDT, l'action revendicative, c'est le poste majeur, c'est un peu comme dans un gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, c'est le poste majeur. Là, ça n'a rien à voir avec l'économie et les finances, mais c'est généralement le tremplin vers le secrétariat général. Il se trouve que, pour des raisons de santé, Eugène Descamps est obligé d'arrêter et la succession s'ouvre plus vite que prévu. Et alors, pour des raisons internes qui seront un peu longues à expliquer, mais en dépit du fait que Eugène Descamps n'avait qu'une affection très limitée vis-à-vis d'Edmond Maire, ce qui était un peu en retour, un peu vrai aussi. Quand je dis affection, c'est bien sûr une litote. Hein. Ils ne s'aimaient pas. Il y avait une espèce notamment depuis 68, Maire représentait un peu, aux yeux d'Eugène Descamps, une espèce de gauchisme comme ça, dangereux. Donc, malgré Eugène Descamps, il s'avère que finalement le seul qui pouvait devenir secrétaire général, c'était Edmond Maire. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce que celui qui aurait dû devenir secrétaire général, et c'est bien qu'on en parle ici, beaucoup connaissent, c'était Jean Monnier. C'était en fait celui qui devait l'être. Il avait devenu maire d'Angers. Voilà, il avait toutes les qualités pour. Il était reconnu, y compris par Edmond Maire d'ailleurs, hein, qui considérait que Jean Monnier pouvait poursuivre et surtout accélérer la modernisation du syndicat. Donc il y avait un consensus, il y avait qu'un seul problème, c'est qu'il ne voulait pas. Voilà, donc Jean Monnier, pour des raisons personnelles, n'a jamais voulu devenir secrétaire général. Ça a été... Bon, là-dessus, je ne vais pas rentrer sur le détail de toutes les combinaisons qui ont été faites pour essayer de limiter le pouvoir qu'allait prendre Edmond Maire, et le pouvoir qu'il a finalement pris. C'est des jeux tactiques, des batailles entre fédérations, etc. etc. Toujours est-il qu'il est devenu secrétaire général avec un président qui s'appelle... On peut rappeler la date. Comment ? 71, avril 71. Coiffé par un président qui avait voulu imposer Eugène Descamps, qui était Laurent Lucas, qui est d'ailleurs d'ailleurs non pas de cette région, mais du Maine-et-Loire aussi, je crois, ou de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Et mais bon. Le maire s'est très rapidement imposé comme le secrétaire général, comme celui qui allait être le maître de la maison, enfin le maître d'œuvre de la CFDT. Et c'est à partir de 71 que vraiment, là, il a... alors, il n'a pas d'emblée il a tous les leviers d'un secrétaire général. Donc il n'a pas de pouvoir que d'autres pouvoirs que ceux qu'avait son prédécesseur et que ceux qu'auront ses successeurs, mais très vite, il manifeste une autorité, pas au sens disciplinaire, au sens intellectuel. C'est celui qui a la capacité à analyser des situations dans leur globalité et à leur donner une traduction en termes d'orientation, de propositions d'orientation. Il a un ascendant très fort sur l'ensemble du Bureau national. Alors, on s'est contenté d'une rapide allusion à mai 68, mais il me semble que tout ça forme système, prend un sens.
La CFDT joue un rôle éminent pendant ces 2 mois. Edmond Maire aussi. Il devient en 71 le leader de la CFDT. La CFDT semble accompagner mieux que quiconque l'ensemble des mouvements sociaux très vifs et très inventifs de l'après 68. On peut rétrospectivement légitimement comprendre les interrogations d'Eugène Descamps. C'est peut-être une deuxième CFDT qui naît dans le creuset de 68. Oui, il est. C'est pas qu'il soit contre, mais ça le dépasse un peu. C'est une autre histoire. Il ne la sent pas. Il est déjà un peu malade, mais en même temps, il sent pas toute la partie éruptive, libertaire, tout ça. Il n'empêche que durant 68. Eugène Descamps, qui est toujours secrétaire général, joue un rôle important, notamment dans les négociations de Grenelle, où là, il n'y a pas de divergence d'ailleurs entre la façon dont Eugène Descamps conduit la CFDT pendant les événements de 68 et de divergence avec Edmond Maire. Edmond Maire trouve qu'il a bien fait son travail, il a bien respecté son mandat, notamment en défendant dans les accords de Grenelle des revendications plus qualitative, notamment la création de la section syndicale d'entreprise, qui sera vraiment obtenue à l'arraché, parce que ni le patronat, ni le gouvernement, et pas plus la CGT, pour des raisons trop longues à expliquer, n'est très intéressé par ça. Mais la partie, la partie libertaire, la partie émancipatrice, le contenu émancipateur des événements de 68, quelqu'un comme Maire la comprend mieux, et la CFDT est beaucoup plus à même que les autres organisations syndicales d'en être un peu de suivre ou d'en être imprégné, et en tous les cas d'offrir un cadre à ça, parce que c'est une organisation assez ouverte, c'est pas une organisation fermée comme peuvent l'être pour des raisons diverses la CGT et FO. Donc la CFDT épouse assez bien le mouvement, peut-être trop parfois aux yeux de certains, mais il fait corps avec le mouvement. Et en plus, on allait y venir, c'était la question suivante, l'autogestion. Ben voilà. Donc, cette histoire de l'autogestion, et Maire est un... Alors, qu'est-ce que c'est l'autogestion? Est-ce que c'est autre chose qu'un mythe mobilisateur? L'histoire de l'autogestion est antérieure à 68. Dès 65, au lendemain de la déconfessionnalisation, la Fédération de la chimie, mais aussi un peu la métallurgie, se pose la question, maintenant d'être déconfessionnalisé, quelles vont être les grands mythes porteurs, les grandes orientations. Et à l'époque, il se tourne vers la Yougoslavie, qui mène une expérience d'autogestion qui intéresse beaucoup la gauche, pas seulement française, mais parce que c'est une espèce de moyen terme, de voie plutôt de dépassement du socialisme bureaucratique et ou d'une social-démocratie à la Scandinave qui, à l'époque, sans le soufre, dans l'univers de la gauche française et même de la gauche syndicale. Ils sont attirés. Donc il y a des délégations qui vont. Maire est dans la première délégation de la CFTC qui se rend en Yougoslavie pour voir comment ça fonctionne. C'est dirigé à l'époque la délégation par Albert Détraz. Et il voit beaucoup l'intérêt comme ça des discussions, mais ils sentent bien quand même que derrière il y a un parti, ça s'appelle pas le Parti communiste, ça s'appelle la Ligue des communistes. Enfin, c'est quand même un peu ça tient un peu le système. Donc c'est pas totalement une autogestion spontanée et sans frein. Mais en même temps, il y a des choses qui les intéressent. Donc ça devient un thème discute, dans les publications syndicales. Maire en fait un rapport des congrès de la Fédération de la chimie, rapport qui circule, parce que c'est beaucoup comme ça fait beaucoup comme ça dans la Confédération. Les rapports des uns circulent chez les autres, et comme ça circule, les idées circulent. L'idée
est en l'air. Elle est assez confinée, mais elle est en l'air. Et il se trouve qu'en 68, donc, dès le début, un des premiers bureaux nationaux, Maire parle du contenu un peu du rapport entre ce qui est en train de se passer, les usines occupées, les nouveaux rapports entre les gens, et l'idée qu'on pourrait se faire de l'autogestion, sachant que même Maire à l'époque dit qu'on ne peut pas faire de l'autogestion un système comme ça qu'on plaquerait comme on plaquerait un autre système soviétique ou autre, parce que c'est difficile de rejeter comme ça un système qui fonctionnerait exactement comme l'autogestion telle qu'on peut la rêver, qui n'est jamais d'ailleurs qu'une ressucée des conseils ouvriers des années antérieures. Mais c'est quand même, l'idée est forte, quoi. L'idée est forte qu'on puisse auto-organiser la production, et c'est une idée qui vient spontanément dans les occupations d'usines, dans des régions, dans des localités, on s'auto-organise, quoi. Et il se trouve que à la mi-mai, à peu près, vers le 10 mai, on va rentrer dans le détail des événements qui amènent à ce que la CFDT doive se prononcer au moment, surtout après les événements de la rue Gay-Lussac qui ont été particulièrement violents entre policiers et étudiants. Et la CFDT fait un communiqué qui est rédigé par Albert Détraz, et le mot autogestion apparaît. Alors là, il y a toute une polémique de savoir, enfin pas une polémique, mais on ne sait plus trop si c'est Détraz qui s'est venu comme ça sous la plume. Lui dit que la veille, il avait discuté avec Descamps et je ne sais plus qui, et que le mot était venu et qu'il s'en est rappelé, qu'il l'a glissé. Certains ont vu Gonin et Maire aller dans le bureau de Détraz pour lui dire il faut que tu mettes ce mot-là. On ne sait pas trop, mais toujours est-il que le mot est posé et le mot va faire comme ça. Souvent, les mots dépassent le contenu qu'ils peuvent porter, devient une espèce de référence un peu emblématique de la CFDT a le mot, le thème, l'idée qui est la plus en phase avec tout ce qui est en train de se passer au travers de l'autogestion. Voilà. C'est une idée qui n'emballe absolument pas Eugène Descamps, qui est plutôt, lui, partisan d'un socialisme classique. Enfin, mais bon, toujours est-il qu'à partir de là, c'est la CFDT, c'est l'autogestion. L'autogestion, c'est la CFDT. Voilà, c'est quelque chose qui circule comme ça. Alors justement, Après, ça va beaucoup évoluer dans l'idée même qu'on se fait de l'autogestion, bien sûr. Absolument, on en reparlera. Mais ce qui est intéressant dans ce thème autogestionnaire, c'est que ça place la CFDT en dehors des rôles habituellement dévolus aux syndicats. C'est-à-dire que c'est une organisation qui, en tant que syndicat, propose une voie globale de changement social. Et puis ça coïncide avec une période où les leaders syndicaux occupent une place centrale dans le débat public, sans commune mesure avec celles qu'ils peuvent occuper aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, les syndicats ont une centralité dans le débat public et surtout dans le débat à gauche, parce qu'on considère que dans la gauche, en général, il y a les partis, mais il y a aussi les syndicats. La CGT est très liée, pour ne pas dire plus, au Parti communiste à l'époque, participe de... on est en plus dans tout le discours, dans toute la représentation que se fait la gauche, mais la gauche très dans le sens général, c'est toujours l'idée que le social... c'est comment dire, l'antichambre des grands changements. C'est-à-dire que c'est l'idée que va y avoir, faut chercher le débouché politique aux luttes sociales. C'est un peu quelque part le mythe de la grève générale insurrectionnelle, c'est un bien grand mot, mais disons l'idée de dire que le peuple comme ça qui va se soulever va, à partir de ses conditions d'existence, va se révolter contre ces conditions d'existence, d'exploitation, d'aliénation, va porter comme ça un grand changement de la société.
formes différentes qu'on veut, mais dans cette espèce de psyché de la gauche, il y a ça. Voilà. Donc alors chacun le module d'une manière ou d'une autre. La CFDT donc porte en elle-même l'image d'un changement qui soit une image d'un changement plus démocratique, puisque ce sont les gens qui vont pouvoir se réunir, décider d'eux-mêmes dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villes, de l'avenir de leur avenir commun. C'est un thème qui est très à la mode dans les années 70. À un moment, je cite le cas d'un film de Jean-Yann qui s'appelle « Moi, il y en a à vouloir des sous ». Jean-Yann n'était pas particulièrement un homme de la gauche ni nouvelle ni ancienne, et à un moment il y a Bernard Blier qui fait une espèce de patron de choc. Non, c'est pas ça, c'est Jean-Yann qui fait un patron qui est en train de sauver une entreprise, et Bernard Blier, c'est le syndicaliste de choc qui veut absolument imposer ses volontés au patron. Le patron dit « Si vous voulez l'entreprise, allez-y, vous voulez l'autogestion, je vous la laisse, etc. » Bon, c'est un film des années 70. C'est un thème, on en parle beaucoup, quoi. Voilà, c'est un thème très, très récurrent, et mais qui est plus dans l'imaginaire que dans le contenu réel, parce que l'autogestion, même avant 68, on se garde bien de lui donner un caractère économique, de dire oui, l'économie va fonctionner comme ça. C'est plus l'idée que et ça deviendra de plus en plus une idée plus démocratique, de dire qu'il faut rapprocher le plus possible le pouvoir de là où les gens le décident, et d'être beaucoup plus participatif, d'une certaine façon. La démocratie participative, telle qu'on en parlait encore voici peu, c'est d'une certaine façon un peu l'ombre diluée et portée de ce qu'on se représentait comme l'autogestion il y a 20 ans ou 30 ans. Alors justement, dans ces années 70 formidablement bouillonnantes, la CFDT en général et Edmond Maire en particulier vont jouer un rôle central dans les recompositions de la gauche. Enfin, quand même, la gauche qui sent le pouvoir à portée de la main. Il faut se rappeler l'élection présidentielle de 74, Giscard l'emporte, mais de justesse. Et à gauche, on se dit, bon, la prochaine fois sera la bonne. Il y a les élections municipales de 77 qui viennent, qui sont un raz-de-marée à gauche. Donc on sent les choses arriver. Et Edmond Maire met quand même bien les mains dans des opérations politiques, celle des assises du socialisme, oui, par exemple. Alors, il y a toujours eu, enfin, il y a toujours eu, mais je trouve, disons, même du temps de Descamps, l'idée que la CFTC, ensuite la CFDT, bien sûr, avait besoin d'un répondant politique ou d'une référence politique, ou non pas d'un partenaire politique, sachant que s'il considérait que le syndicalisme avait vocation à intervenir et se prononcer sur tous les domaines qu'il pouvait souhaiter aborder, y compris ceux qui sont traditionnellement dans l'ordre des projets politiques, ne s'interdisait d'intervenir sur aucun autre, dans aucun domaine. Il n'empêche que la limite, et ça c'était quand même évident, et ça a toujours été évident, la limite du syndicat, c'est que jamais il ne pourrait être le gestionnaire de la société, du gouvernement, ne pourrait gouverner le pays ou participer à un gouvernement du pays, comme cela étant le rôle des partis, ou se présenter à des élections, c'est le rôle des partis. Donc il y avait le problème du répondant. Alors longtemps, le PSU, il y avait l'idée que le PSU peut-être pourrait un jour être ce répondant. Adhère à un moment au PSU, sans être jamais un militant de oui, mais il a adhéré assez rapidement au PSU. Mais bon, le PSU a une évolution assez, assez fragmenté, enfin, et resté confiné dans les franges, enfin, dans des batailles un peu minoritaires. Il y a eu ensuite l'idée que le PS, peut-être qu'on pourrait peser, que la CFDT pourrait peser sur le PS. L'histoire des assises du socialisme dans l'esprit de Maire, alors, c'était
Il faut peut-être rappeler brièvement ce que sont les assises du socialisme. Les assises du socialisme, c'est après 1974. La gauche avait une nouvelle fois échoué à gagner les élections, mais ça n'était jamais passé aussi près. Il y avait quand même, c'était une défaite qui valait presque une victoire d'une certaine façon, et il y avait l'idée de prolonger l'idée qui vient plutôt de Rocard, cette fois, de prolonger la campagne, les rassemblements qui avaient pu s'opérer au moment de la campagne, où cette fois-ci c'était assez large. Rocard était rentré dans le comité de campagne de Mitterrand. Comment prolonger ça et de faire un parti socialiste, un autre parti socialiste qui pourrait être beaucoup plus large, beaucoup plus pluraliste d'une certaine façon. C'était l'idée de Rocard. L'idée de Mitterrand, c'était de penser comment je peux récupérer tel ou tel. Et notamment, je le signale comme ça pour la petite histoire, Mitterrand a toujours eu des rapports assez compliqués et assez conflictuels avec Maire. Ils ne s'entendaient pas, ils n'étaient pas faits pour s'entendre. Mais Mitterrand avait une admiration sans borne pour Chérèque. Jacques Chérèque, c'était l'ouvrier de ses rêves et de ses... Et si Chérèque avait voulu, il aurait pu... Mitterrand lui ouvrait... Bien avant qu'il fasse la carrière politique que l'on sait, Mitterrand était prêt à lui ouvrir les voies du pouvoir politique, enfin du pouvoir au sein du PS en tous les cas. Toujours est-il que dans l'esprit donc Rocard veut lancer cette opération, il convainc Mauroy de se joindre à ça, et Maire, avec qui il en parle. Ils se voyaient beaucoup tous les trois, déjà. C'était un petit groupe comme ça de gens qui se voyaient, pas dans des structures particulières, mais ils se voyaient. Il y avait des dîners hebdomadaires chez le docteur Salomon. Et dans l'idée de Maire, et de ceux qui peuvent l'entourer, c'était plutôt de dire il faut donner un contenu, à ce parti socialiste qui est quand même un parti un peu d'apparatchik, d'idéologue, d'intello, il faut lui donner un peu une assise ouvrière. Et nous, voilà, changeons la composition sociale du Parti socialiste en y faisant rentrer quelques-uns de nos meilleurs militants. C'est un peu l'idée. Après coup, on dit c'est totalement illusoire, mais c'est quand même un peu l'idée, quoi. Changer la nature sociale du Parti socialiste. Donc ça va. Tout ça, évidemment, va pas très très bien se terminer. En tous les cas, parce que d'une part, ça crée des tensions internes assez importantes à la CFDT. Quelqu'un comme Gonin n'était pas d'accord, ou Jeannette Lahotte non plus. Tout ça s'était fait un peu sans que le Bureau national soit très au courant. Donc quand c'est révélé, ça fait un peu d'agitation interne, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui y vont, même parmi ceux qui diront après c'est une erreur, il n'aurait jamais fallu le faire, ils s'y sont allés quand même. Le problème, c'est qu'ils ont été accueillis assez mal. Il y avait un fond comme ça anti-sédétiste dans le Parti socialiste, où en plus on suspectait l'opération d'être téléguidée par Michel Rocard. Donc tout ça a fait qui ont été assez mal accueillis, qui ne sont pas restés très longtemps au sein du Parti socialiste. Justement, venons-en à la décennie suivante, la décennie 80, qui est marquée par l'élection de Mitterrand en 81. Et puis, très vite, les rêves de transformation sociale qui avaient été nourris dans les années 70, et notamment au sein de la CFDT, vont tourner. Enfin, ça va être assez rapidement la désillusion. Et on a le sentiment que, comment dire, qu'il y a une sorte de double attitude d'Edmond Maire vis-à-vis de la politique. À la fois une implication politique forte dans les années qu'on a décrites, notamment avec cette opération des assises du socialisme, et puis en même temps
une profonde méfiance à l'égard des milieux politiques, à l'égard du personnel politique, et qui va se manifester précisément dans les années d'après la présidentielle. Oui, enfin, antérieurement aussi, il y a quelque chose qui est important pour la CFDT, c'est la signature du programme commun, dont le contenu va un peu à l'encontre des idées que peut développer la CFDT. En tous les cas, la CFDT ne se reconnaît pas, se reconnaît dans le mouvement que ça, la mobilisation que ça peut susciter, mais n'adhère pas au contenu. Donc, va essayer de trouver des formules qui permettent de lui permettre de rester dans le jeu de la gauche, tout en ayant son autonomie. Donc, il y aura quelques formules comme l'Union des forces populaires, comme un certain nombre de choses de ce genre, pour essayer de rester collé. C'est une époque, il faut dire aussi que les syndicats, enfin, participent, encore une fois, c'est ce qui explique le rôle qui joue un peu central dans la vie de la gauche. Ils participent du débat général à gauche et ils sont, en plus, leur centralité dont on parlait tout à l'heure est aussi beaucoup liée au fait que, sans qu'il y ait une sursyndicalisation en France, hein, y en a-t-il jamais eu, il se trouve que quand même les syndicats restent ont un certain nombre de leviers sur lesquels ils peuvent agir, et c'est encore une époque qui s'en rappelle aujourd'hui, où chaque été, avant les vacances, on disait est-ce que l'automne sera chaud ou pas. Maintenant, plus personne n'oserait jamais dire ça. Mais enfin, les syndicats, c'est important. Enfin, je veux dire, ça pèse dans donc, Edmond Maire, dans l'évolution d'Edmond Maire, c'est que par rapport à la politique, c'est qu'il cherche quand même le moyen de rester dans le jeu politique, dans le jeu, disons, du débat au sein de la gauche, sans y être non plus, sans se faire ligoter par des solidarités ou des allégeances comme ça à la stratégie du programme commun, qui est celle du PS et surtout celle du PC. Et donc, il va chercher à jouer sur différentes forces, notamment, il pense que mai 68 a produit un nouveau type de militantisme, a fait venir de nouveaux militants au syndicalisme qui sont d'inspiration plutôt libertaire, plutôt un peu radicaux, mais dont il pense qu'ils présentent une importance dans le renouvellement du syndicalisme. Le problème, c'est que c'est accompagné par le jeu d'une extrême gauche qui est très active au sein de la CFDT, notamment trotskiste. Pourquoi la CFDT? Parce qu'à l'époque, quand ils voient la CGT, ils se prennent des coups de bâton sur le crâne, et la CFDT est beaucoup plus ouverte. Enfin, ça pose quand même un certain nombre de problèmes qu'il ne faut pas surestimer, non plus numériquement, mais qui vont jouer un certain nombre de problèmes dont il faut dire aussi que Edmond Maire utilisera un peu les excès pour mettre en porte-à-faux sa propre opposition, mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. N'empêche que sur le rapport politique, sur le rapport de la CFDT aux politiques, il y a quand même un fait, c'est que après l'élection présidentielle de 81, la CFDT ne donnera plus jamais de consigne de vote à des élections présidentielles, sauf au deuxième tour de 2002, Le Pen-Chirac. Oui, c'est venu un petit peu après. C'est venu la première fois où la CFDT ne donne pas de consigne de vote, et ça donne lieu à un débat, notamment dans cette région assez animée, je crois, j'en suis même certain, c'est en 86. Je crois qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui était intervenu souvent sur cette question. Et qui pourra s'exprimer tout à l'heure s'il le souhaite. Et après, plus jamais, effectivement, la CFDT ne donnera de consignes de vote. La CFDT ne croit pas trop à l'élection à mai 80. Edmond Maire avait eu une phrase célèbre au congrès de Metz, ou un an avant, pour dire la question, c'est de savoir qui va perdre, enfin comment la gauche va perdre, enfin quelque chose comme ça. Ne croit pas du tout. Pensant que la gauche reste accrochée comme ça à une espèce de mythe qui est celui du programme commun et qui est absolument, qui lui semble
peu compatible avec l'idée qu'elle se fait d'une transformation de la société, notamment le fait que ce soit une conception étatiste, verticale, jacobine un peu du changement. Je ne crois pas trop. Bon, il se trouve qu'ils se trompent, puisque la victoire est là, ils sont très contents. Et dans la foulée, les socialistes qui avaient un peu souvent repoussé, éloigné la CFDT, sont bien contents de trouver la CFDT qui a travaillé sur un certain nombre de sujets, notamment les questions des droits des travailleurs, que n'avaient pas du tout préparé les socialistes. C'est amené d'ailleurs à se renouveler dans d'autres périodes où on arrive au pouvoir et on s'aperçoit que finalement les grands thèmes qu'on a développés pendant les campagnes, on ne les a pas travaillés avant, préalablement, pour faire des projets de loi, des décrets, etc., qui donnent un peu de crédibilité à l'ensemble. Donc la CFDT va jouer un rôle important après 81, va jouer un rôle important de conseil aussi en termes de macroéconomique, de dire attention, ne cédez pas à une espèce d'optimisme social ou de générosité sociale qui risque de se retourner comme un boomerang, notamment sur la question du SMIC à l'époque. Paradoxalement, Maire et Chérec interviennent avant pour dire attention, ne faites pas 30% d'un coup, faites 10%, et ensuite le reste, il faut le négocier en même temps qu'on modifie les grilles de salaire, on remet un peu à plat les systèmes de rémunération. Bon, c'est une négociation qui n'aura jamais lieu. Mais enfin, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire on accompagne finalement, on est sollicité, on accompagne volontiers pour essayer de tirer le changement dans le sens que l'on souhaite. Là aussi, ça aura ça conduira à quelques déconvenues, notamment au moment des 39 heures payées. Des 39 heures, au moment sur la question du nucléaire, où la CFDT est très, très engagée, sur la question du type de production, où la CFDT veut lancer des débats qui n'auront jamais lieu là-dessus, notamment à travers dans les entreprises nationalisées. L'évolution après, donc ensuite va y avoir la rigueur, l'évolution de la CFDT, de Maire. Enfin, Maire est quelqu'un qui va dans ce sens, mais il n'y a pas que lui, parce que quand même, il est pas seul à décider. C'est l'idée que la rigueur, c'est aussi un moment qu'on peut utiliser pour faire des réformes qui vont profondément changer. Certes, il faut de la rigueur sur le plan budgétaire, etc. Mais en même temps, profitons de l'occasion pour faire des réformes qui aillent plutôt dans le sens de moins d'inégalités, plus de participation des travailleurs à la vie de leur entreprise. Enfin, c'est l'idée que profitons d'un mal pour faire du bien. Voilà. Là aussi, il y aura quelques déconvenues, mais c'est pas absurde, mais ça amène effectivement à être au plus près du pouvoir politique, avec le risque, toujours, quand on est au plus près, de se brûler, quoi. Voilà, donc la CFDT, pas seulement elle, aussi la CGT va aussi avoir, dans les toutes premières années, ce problème de considérer que les syndicats, le gouvernement, ils sont pro-gouvernementaux. Voilà, donc FO, en jouant assez hypocritement d'une apparente distance, va en tirer les bénéfices, notamment dans des élections ultérieures, celle de 83, la sécurité sociale. FO bénéficiera de ça, de dire, regardez, la CGT et la CFDT, ils sont trop proches du pouvoir, notamment la CFDT, et FO en tirera son épingle du jeu. Parlons rapidement, parce qu'on va donner la parole. Oui, parce que là, on n'est qu'en 80. Là. Oui, non, mais parlons rapidement de ce qu'on appelait le recentrage. Est-ce que c'est un grand tournant? Est-ce que c'est une façon de congédier le rôle sociétal, politique joué par la CFDT dans les années 70?
ça va être une façon de sortir du carcan, de l'emprise du programme commun, qui est toujours de dire le changement va venir par le haut, par la prise du pouvoir politique, et le reste en découlera. C'est une façon de sortir de ce carcan. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi les prémices de ça sont liées beaucoup à la rupture de l'union de la gauche en 77, sont liées à l'approfondissement de la crise de 74. Donc, comme souvent, les crises ont des effets un peu à retardement en France. On commence vraiment à subir la crise, notamment sur le plan de la désindustrialisation. C'est une époque qui a été une des époques les plus destructrices sur le plan de l'industrie en France. Il y a aussi la question que j'oublie, mais qui est très importante dans cette période, pour ce qui va justifier le recentrage, dont j'ai perdu. Il y a pour la première fois dans l'histoire de la société une érosion du nombre d'adhérents. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Il y a effectivement. J'ai lu le livre avec attention. Voilà, il y a une érosion, mais qui touche pas seulement la CFDT, parce que l'histoire de l'érosion syndicale, s'il y a des spécialistes du droit du travail, du droit du travail, ou disons de l'histoire des syndicats, toutes les courbes de désyndicalisation touchent tout le monde. Alors à des degrés divers, il y a des fois des petits pics ou des petites plongées, mais globalement, la tendance est à peu près la même pour tout le monde et affecte peut-être d'abord plus la CGT. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une désyndicalisation. Donc, c'est une discussion qu'a Maire avec quelqu'un qui joue un rôle aussi très important dans la CFDT, qui est évidemment totalement oublié maintenant, qui est Albert Mercier, qui va jouer un rôle important dans cette affaire. Jacques Moreau, qui est quelqu'un qui vient d'un ancien chercheur de sciences politiques, qui est rentré comme permanent chez l'Union des cadres, qui a devenu secrétaire de la Fédération de la chimie, qui ensuite a été nommé au secteur politique, est un personnage assez très rigoureux, très intellectuel, de bon niveau, particulièrement, porté à la chaleur humaine, mais ceux qui l'ont connu s'en rappelleront, mais enfin qui joue un rôle important. Mercier, Maire, Moreau, et discussion, donc, qu'est-ce qui fait, comment on peut sortir un peu, tracer de nouvelles perspectives. Et le recentrage, ça va être un peu ça, c'est-à-dire comment, le mot n'est pas prononcé, mais c'était l'idée de dire, le mot centré était dans le rapport Moreau qui a été présenté à un Conseil national début 78, qui est le point de départ officiel, enfin public du recentrage. Mais encore une fois, il y avait eu des débats précédemment. Maire avait fait des interventions notamment dans ces fameux papiers de fin août dans Le Monde, qui donnaient un peu le là de la rentrée de la CFDT. On sentait quelque chose qui arrivait, qui était de dire ne faisons plus du changement politique le préalable à tout. Le changement ne viendra que de notre capacité à être au plus près des revendications des travailleurs, au plus près des lieux où doivent se négocier les différents problèmes soulevés. Centrons-nous sur le syndicalisme. Le verbe centrer est dans le rapport, mais pas le mot recentrage. Enfin, après, on en reparlera d'où vient ce mot, mais qui fera après beaucoup beaucoup. Il paraît que c'est Guy Laurent qui l'a inventé. Oui. En fait, c'était utilisé dans les débats internes parce que c'est recentrage. Bon, quand on passait quand on donnait une inflexion à quelque chose, il faut donner l'idée du mouvement. Donc c'était plutôt recentrage. Sauf que dans l'imaginaire de gauche, et y compris la CFDT, dès qu'il y a centre, ça sent le fagot, ça sent chez les bolcheviks, être centriste, c'était la pire des choses. Et dans le jeu
enjeux politiques contemporains, être au centre, c'est pas franchement considéré comme un compliment à gauche, quoi. Voilà. Donc, alors, ils ont trouvé le mot resyndicalisation, qui était d'une certaine façon d'ailleurs plus juste et qui a été un peu le mot officiel. On pourrait parler de beaucoup d'autres aspects du livre, mais je renvoie vraiment à ces lectures, que ce soit le rôle joué par la CFDT aux côtés de Solidarnosc, par exemple, qui est quelque chose d'important, ou bien tout ce qui se passe pour la succession d'Edmond Maire, tout ce qui va se passer après lui. Mais là, vraiment, je renvoie à la lecture du livre. Je voudrais juste poser une dernière question en guise de conclusion, en quelque sorte, avant de passer la parole à la salle. Enfin, d'abord à Philippe, qui a seulement quelques questions à poser. Il me semble, alors il y a des aspects de génération, évidemment, auxquels je n'échappe pas, une grande partie de l'intérêt qu'on éprouve à la lecture de ce livre, c'est quand même peut-être une certaine nostalgie pour une époque de débats très, très vifs, très, très pétillants, comme vous l'avez dit, et on ne peut pas s'empêcher de se demander si, au bout du compte, c'est pas l'histoire d'une sorte d'échec que vous écrivez. Je renvoie à ce que vous dites à la toute fin du préambule. Vous écrivez « Rester inabouti en France, l'hypothèse social-démocrate s'est affadie. L'expression elle-même a fini par désigner, dans son usage le plus courant, un consentement pragmatique à l'ordre économique des choses, une sorte de réformisme à basse intensité. » C'est un débat tout à fait actuel. Historiquement central à gauche, la question de l'articulation entre action politique et mouvement social ne fait plus guère débat. Et c'est du coup une ambition de transformation sociale par les moyens de la démocratie qui paraît souvent en panne. Oui, alors la nostalgie, c'est que d'abord on était tous plus jeunes à l'époque. Mais c'est vrai, c'est une incise, c'est pas le thème central du livre, mais en même temps, toute l'histoire de Maire, alors on peut évidemment beaucoup le critiquer sur le fait qu'il s'est un peu brûlé les doigts dans la politique. C'est vrai, mais c'était pas, je veux dire, c'était pas quelqu'un qui disait, moi, je veux être Mitterrand à la place de Mitterrand. Enfin, c'était pas quelqu'un qui avait, Maire n'a jamais eu d'ambition politique au sens de devenir un jour un grand leader de la gauche. C'était pas ça. C'est que, au fond, et c'est cette question, mais on peut remonter dans les préhistoires du mouvement ouvrier, c'est comment le mouvement social et le mouvement politique peuvent s'articuler. Alors, il y a des réponses. Les communistes avaient une réponse, c'était simple, c'était le courroie de transmission, c'est le parti décide, le syndicat suit, la CFTC, un peu du temps alors, reconstruction s'interroge beaucoup sur le modèle travailliste, sur le modèle social-démocrate allemand, modèle social scandinave, qui n'est pas tout à fait la même chose, s'interroge beaucoup aussi sur la situation sur l'Italie. C'est quelque chose, là aussi, qui est très oublié, mais le mouvement syndical italien, dans les années 60-70, est très en pointe dans quel type d'intervention un syndicat peut avoir au-delà de son secteur d'intervention traditionnel qui est l'entreprise, pour peser sur l'évolution de la société. Donc le syndicalisme italien est très investi dans des luttes de quartier, dans des luttes sur des questions de vie quotidienne, et avec en même temps développant des conceptions, des analyses sur le économique qui sont des analyses qui ne sont pas seulement celles du syndicat, mais aussi qui prennent en compte l'ensemble des problèmes de la société. On retrouve beaucoup ça. Maire est très influencé par Maire Gonin, par ce qui se passe en Italie. Bruno Trentin est une référence pour eux. Donc cette recherche, elle n'est pas, donc reconstruction fait cette recherche a cette préoccupation. Eugène Descamps aussi, d'une certaine façon, parce que
on est passé maintenant de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire que dire, bon, bah, un syndicat n'a strictement rien, enfin, c'est pas qu'elle n'a rien à attendre. Les partis politiques, les gouvernements, soit la gauche, la droite, ils jouent leur partition, ils avancent leur politique, et puis par rapport à ça, on réagit. Mais d'une certaine façon, alors là, je ne veux pas dire la courroie-de-transmission, mais un peu le minimum de cordon ombilical qu'il y avait entre le syndicalisme et ses origines de gauche a été complètement coupé. Maire, d'une certaine façon, y a contribué parce que pour différentes raisons, mais tout en coupant le cordon, il y avait quand même dans sa façon d'envisager le projet syndical quelque chose qui allait au-delà de simple défense du beefsteak, selon la formule consacrée des années 50. Il y a bien longtemps qu'on ne l'utilise plus, mais enfin, c'était voilà, quelle ambition le syndicat peut porter, faire partager, notamment dans le domaine de la politique. Et toutes les expériences de type social-démocrate, enfin, on ne va pas jouer sur les mots, mais d'une certaine façon, ont traité de la question des relations entre le syndicat et les partis de gauche. Est-ce que ça a disparu? Est-ce que c'était normal que ça disparaisse? Est-ce que c'était inévitable? C'est possible. Il n'empêche que je pense qu'il y a quelque chose qui est resté inabouti. Peut-être le reste, c'était la fatalité, mais c'était inexorable. Mais en même temps, je ne pense pas que quand on parle du réformisme, alors aujourd'hui, ça revient d'une certaine façon par le biais de ce qu'on appelle la démocratie sociale. Donc, alors on peut critiquer, dire c'est un piège, c'est ceci, c'est cela, mais d'une certaine façon, c'est cette question de la relation du pouvoir politique, de l'action syndicale, qui revient à travers, de façon un peu différente, à travers la démocratie sociale. Mais c'est vrai que ce sont des débats qui sont... ils étaient très riches et très intenses à une certaine période. Ils n'existent plus aujourd'hui, enfin, pour ce qu'on peut en juger... au plan public. Philippe? Oui, alors je vais faire très court parce que je crois que le plus important est qu'il y ait cet échange avec la salle. Alors moi, je veux dire d'abord que je suis admiratif d'un travail comme celui-là, parce que, enfin, je ne sais pas combien de temps... Je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral, hein, je vous le dis tout de suite. Non, sur ces questions. En tout cas, les 600 pages sont passionnantes. C'est bien sûr l'histoire d'Edmond-Maire, vous l'avez dit, c'est l'histoire de la CFDT, mais c'est aussi l'histoire de la France pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est ces relations du syndicat et du politique. Bon, j'ai retenu que quelque part, il y avait cette idée que pour transformer la société, il fallait partir de l'entreprise et qu'on allait transformer ensuite la société. C'était un peu ça, peut-être, qu'il y avait... en tout cas l'esprit de la CFTC puis CFDT lorsqu'ils réfléchissaient à la relation entre le syndicat et la politique. Il y a aussi des choses très intéressantes sur les relations entre la CFDT et la CGT, bien sûr. L'autre point qui effectivement m'a intéressé, c'est tout ce qui traite de la question de l'autogestion. Il semble bien qu'Edmond-Maire ait quand même à un moment, je ne sais pas s'il faut dire théoriser l'autogestion, mais il a écrit des choses, ce que vous avez appelé l'architecture de l'autogestion, et tout ça avant 68. Donc c'était quelque chose évidemment c'est quelque chose d'intéressant. Autogestion non seulement appliquée au milieu économique et à l'entreprise, mais y compris vis-à-vis des collectivités locales. Alors moi, en tant que président de conseil de développement, j'ai maintenant évidemment un horizon qui est tout tracé, qui est celui de la cogestion des territoires. On a parlé de démocratie participative, vous l'avez évoqué, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a ce souci peut-être d'intéresser à nouveau les citoyens à la gestion de leur collectivité, de leur territoire. Ils ne participent plus aux élections, mais peut-être il y a une revendication de participer un peu plus à l'administration de leur territoire. Les nouveaux élus parlent de coproduction. Alors peut-être que le Conseil de développement, je dis ça parce qu'on réfléchit à notre avenir, peut être le chantre de l'autogestion. Voilà, c'est une
plaisanterie, bien sûr, mais et par contre, je voudrais terminer, mais beaucoup plus, du coup, en renvoyant la question à la salle, c'est quand on lit le livre et qu'on regarde le nom des villes. Alors évidemment, je mets à part Paris, c'est évident, mais Épinay, sur Seine, et on voit un nom qui apparaît ou qui revient très souvent, c'est Nantes ou les Pays de la Loire. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on développe un peu cette relation ou ce poids particulier qu'a exercé cette région dans la CFDT nationale. On n'a pas évoqué Gilbert Declercq, mais il y a eu... Gilbert Declercq qui est décrit comme le tourmenteur d'Edmond-Mer. Voilà, il y a eu manifestement des tensions. Voilà, donc peut-être votre regard sur le rôle qu'a pu jouer cette région, et la région nantaise en particulier, au sein de la CFDT. Et puis ça serait intéressant qu'après, ce soit les cédétistes d'ici qui puissent en dire un mot. Sur les Pays de la Loire, je vais faire attention, je ne vais pas dire un mot de travers. Vous verrez que dans le livre, dans les personnes que je suis allé voir, il n'y a personne des Pays de la Loire. Alors pourquoi si le livre devait être titré au plus près de ce qu'il est, c'est en fait une histoire confédérale de la CFDT. Parce que dire que faire l'histoire de la CFDT, bon, c'est un raccourci que tout le monde peut comprendre, mais c'est des histoires, selon que vous racontez l'histoire vue d'Aquitex, vue du textile, vue de la métallurgie, vue de telle ou telle région, le Pays de la Loire, l'Alsace, ou la banque, c'est des histoires très particulières, c'est des histoires propres, souvent très, très riches, qui malheureusement n'ont pas été racontées. Moi, ce que je raconte, c'est une histoire confédérale. Or, sur le plan confédéral, c'est vrai qu'à partir... Jean Monnier n'étant plus étant hors course, à partir des années 70, les Pays de la Loire interviennent régulièrement évidemment dans les conseils nationaux, dans telle ou telle opération de regroupement, de syndicats, sur tel ou tel texte, mais ils ne sont pas présents à Paris. Ils sont très peu présents, enfin, non, pas présents à Paris. Il n'y a pas donc c'est vrai qu'ils sont... il n'y a pas, disons, je ne suis pas allé chercher des témoignages de gens qui finalement fréquentaient Mer normalement dans le cadre des instances régulières, mais n'étaient pas au plus près, disons, des délibérations du Bureau national. Ils ne sont plus au Bureau national. Si on avait dit un jour à Gilbert Declercq que un jour il y aurait un secrétaire général de la CFDT nantais, je ne sais pas, il serait un peu tombé de son voilier. Mais... les rapports, c'est vrai qu'ils ne s'aimaient pas trop l'un l'autre. Il y avait comme ça quelque chose de l'ordre de l'épidermique. Il y a des vraies divergences. Alors là, je ne veux pas rentrer, j'ai déjà été quand même très long, mais qui viennent de loin, qui viennent notamment au moment du congrès de 70, quand il y a un débat. C'est important ce débat parce que ça va conditionner beaucoup de choses, beaucoup de divergences ultérieures sur l'entreprise, la démocratisation de l'entreprise. Maire fait un rapport sur la démocratisation de l'entreprise, un rapport avec les commissions, etc. Et il s'oppose frontalement à Declercq et vice-versa, bien sûr, sur la question de dire, oui, prendre des pouvoirs dans l'entreprise, peser sur les différents lieux de pouvoir de l'entreprise, c'est d'une certaine façon préparer l'autogestion. Ce sont des étapes vers l'autogestion. Et Declercq a une vision beaucoup plus tranchée de dire non, l'entreprise, c'est pas le lieu d'apprentissage de l'autogestion. L'entreprise, c'est un lieu de confrontation, de lutte, on peut pas. Et si on essaye
transformer ainsi de l'intérieur l'entreprise, on va se faire bouffer par le capitalisme. À l'époque, on parle de capitalisme très facilement. Aujourd'hui, on utilise moins la formule, mais c'est un jeu de dupes, quoi. On va se faire piéger, quoi. Donc cette divergence-là va se retrouver dans beaucoup d'autres débats sous une forme ou d'une autre, où Pays de la Loire, la région Pays de la Loire est assez constante au travers l'expression de ses dirigeants à cette divergence originelle d'une certaine. Bien, bah écoutez, on va maintenant donner la parole à la salle. Voilà, bah les mains se lèvent. Si, ça marche. Donc nous avons perdu tout ce temps au détriment des gens, des travailleurs eux-mêmes, et on voit les conséquences pour le chômage aujourd'hui. Et je crois qu'il faudrait rétablir une réalité de la responsabilité de ces syndicats, la CFDT, la CGT, qui ont un peu foutu notre industrie en l'air. Je ne sais pas si c'est une position majoritaire dans la salle, mais... Enfin, c'est pas une question, mais je répondrai à la question qui n'est pas posée. C'est qui est responsable de cette situation? Les syndicats, ça peut se défendre. Le patronat, on peut aussi le dire, dans la mesure, un certain patronat. Dans ce livre, les rapports qui pu exister entre maire et le CNPF relatent des circonstances, d'ailleurs notamment au moment du recentrage, où la CFDT a l'oreille de François Sérac, qui est à l'époque président du CNPF, pour entamer des négociations, notamment autour de la question du temps de travail, où on pourrait mettre sur la table à la fois les questions donc, de réduction du temps de travail, mais aussi de productivité, d'organisation du travail, qui va plutôt dans le sens, disons, d'une vision un peu moderniste de l'entreprise. Il se trouve que François Sérac va être assez sévèrement taclé, pour pas dire, comment dire, zlatané, par ceux qui, notamment au sein de l'UMM, sont absolument en désaccord avec ça et qui sont plus dans une option de patronat, de combat, et surtout de patronat qui, d'une certaine façon, reproduit le schéma de la CGT, ou enfin des schémas, disons, de la gauche classique, qui est de dire le pouvoir politique peut tout, attendons tout du pouvoir politique. Le CNPF de cette époque, qui contre Sérac, tient un peu le même discours en disant qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à négocier, attendons qu'il y ait un gouvernement qui soit de notre bord et les problèmes seront résolus. Je veux dire par là que je ne prononce pas sur ce que vous dites, je veux dire simplement que si on doit prendre en compte la question de la responsabilité des syndicats dans certaines évolutions négatives de l'économie, dans les rapports sociaux en tous les cas, et même dans le fonctionnement de l'entreprise et des résultats de l'entreprise, on ne peut pas exclure totalement le patronat. Quand je parle du patronat, c'est des organisations patronales, bien sûr. Oui. Oui, ça marche.
qui était en même temps chef d'entreprise du bâtiment importante, qui m'apparaissait un an avant, puisque j'étais à la Chambre de commerce, comme quelqu'un d'assez moderne et progressiste. Et à un étudiant qui avait posé la question « Quels sont vos rapports avec le syndicat ?», il avait répondu « Moi, tant que je serai chef d'entreprise, je n'amène pas mon ennemi de classe dans ma propre entreprise ». Voilà exactement où on en était en 71 dans le Choletais. Voilà. Donc, pour dire que la responsabilité, peut-être qu'elle était d'un point de vue idéologique chez les syndicats, mais elle était très fortement marquée chez nos chefs d'entreprise. La deuxième question que je voulais poser, là, c'est une question, c'est la notion de recentrage. C'est vrai que moi, ça fait 40 ans que je suis à la CFDT, quelque chose comme ça, oui, 40 ans. C'est vrai que le recentrage, pour pas mal de militants CFDT, ça a été un moment où, par rapport à un syndicat qui s'ouvrait à tous les problèmes sociaux dans les années 70, et en particulier la lutte de soutien aux travailleurs immigrés, etc., ou l'antinucléaire, ou des choses comme ça, la CFDT, à un moment donné, nous est apparue comme ne prenant plus part à des collectifs qui apparaissaient dans les années 80, vu l'impuissance des politiques à juguler le chômage, tous les liens sociaux se barrant en dehors de l'entreprise. Les syndicats ont eu tendance à dire c'est pas notre boulot. Les chômeurs, c'est pas notre boulot. Et il y a eu les restos du cœur, enfin tous ces trucs-là, le DAL, la lutte, je sais pas, pour tout ce qui est la défense des sans-papiers, etc. Donc là, le syndicalisme qui animait en quelque sorte la population travailleuse, s'est peut-être coupé à ce moment-là de ce qui faisait le centre des préoccupations de beaucoup de gens dans les familles et tout. Et donc peut-être qu'il y a eu une désaffectation du syndicalisme, en partie à cause de ça. C'est une hypothèse. Allez, une réponse. Oui, enfin, je ne vois pas tellement le rapport entre la question du recentrage et l'intervention dans des secteurs qui sont considérés comme périphériques. Moi, je ne connais pas non plus suffisamment toute l'histoire de tout ce qui peut se passer au sein de la CFDT dans les années 70-80. C'est tellement... Mais je prends un exemple que je connais mieux, qui est plutôt celui de la région parisienne. Les premiers syndicalistes qui s'intéressent à la situation des travailleurs clandestins, à l'époque c'était des Turcs, ou des nettoyeurs du métro, qui sont tous des gens avec plus ou moins en situation régulière, c'est les gens de l'Union régionale parisienne, qui sont des gens, notamment Marie-Noël Thibault, qui joue un rôle important, qui aurait pu d'ailleurs jouer un rôle très depuis, important. sous un autre nom, a écrit de très beaux polars. Dominique Manotti, qui a fait un très beau roman qui s'appelle Sombre Sentier, qui raconte un peu ça. C'est quelqu'un qui vient plutôt de l'extrême gauche et qui est plutôt sur une ligne du recentrage, parce que le recentrage il y a eu plusieurs, disons, ça a été beaucoup porté. C'était pas une question tellement politique, c'était beaucoup plus une question de conception syndicale. Donc je vois pas la façon de faire fonctionner l'action syndicale, le rapport du syndicat aux luttes sociales, quelle est la part de la négociation, quel type d'objectif le syndicat doit se fixer, tout ça, honnêtement, je vois pas le rapport avec pendant toute cette période, pendant toute cette période, la CFDT joue un rôle très actif sur la question de l'avortement, enfin, sur les questions du planning familial. C'est peut-être un peu antérieur, mais quand même, honnêtement, je ne vois pas le rapport. On peut critiquer le recentrage, mais je ne pense pas que le recentrage ait été conduit à ce qu'il y ait un désintérêt ou un désinvestissement sur d'autres secteurs. Mais je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être d'autres expériences sur ce plan. Bernard Henry. Oui, oui.
qui a été, faut peut-être dire, qui a été secrétaire de l'Union régionale syndicat du CFDT. bâtiment de Nantes. Au départ. Non, mais j'aurais quand même quelques... Dans le micro. Ah, pardon. Ouais, je vais parler dans le micro, j'ai perdu l'habitude. Je suis d'accord avec vous, il faut lire le livre absolument, parce que le livre est quand même beaucoup plus documenté, si j'ose dire, plus précis que l'exposé, mais c'est pas facile de faire dans un exposé. Alors, moi, j'aurais au moins 2 points d'intervention. Un premier, quand même, je trouve que résumer... Alors, je ne vais pas me faire le défenseur de Gilbert Leclerc. Ça, ce genre de choses, c'est pas le truc. Mais je trouve quand même que résumer le conflit, si on peut appeler conflit, ou plutôt les débats entre la Confédération, Edmond en l'occurrence, et puis Gilbert, au problème sur la démocratisation de l'entreprise, c'est un peu léger. C'est vrai qu'il y a eu un débat autour de ça, mais le vrai débat, il remonte beaucoup plus loin. Vous retrouvez ça aussi dans le livre. Il y a eu des débats très importants qui ont après amené à la resyndicalisation sur justement toutes les histoires de stratégie de contrat, pas stratégie de contrat. C'est vrai qu'Edmond Maire, avec un certain nombre de camarades, ont imaginé un type de rapport aux politiques à un moment donné et étaient jusqu'à imaginer que le syndicalisme pouvait, à un moment donné, passer contrat avec les partis de gauche au pouvoir. Hein. Et là, il y a eu un vrai débat de fond qui a amené après d'ailleurs à des éclaircissements au sein de la CFDT sur la manière dont on concevait les rapports syndicat-parti. Je crois que là, c'est le premier nœud. D'ailleurs, s'il n'y avait pas uniquement Gilbert, il ne faut pas focaliser que là-dessus. Jean Monnier était là-dessus. Julliard aussi, là. D'ailleurs, Julliard, je trouvais que j'étais un peu dur avec lui. Vous l'avez traité de contempteur d'Edmond Maire, mais contempteur, ça veut dire qui méprise ou qui j'étais vérifié. Oui, non, je ne sais pas ce que vous avez peut-être voulu dire, mais ça veut dire... En tous les cas, Julliard, le livre lui a beaucoup plu, donc, alors peut-être qu'il n'a pas lu. Non, mais ce que je veux dire, quand vous avez parlé de contempteur, tiens, je regarde ça. Là, maintenant Oui, non, pas là, dans le bouquin. Ouais, J'étais vérifié dans mon dico, je ne suis pas très évolué. Et j'ai vu que c'était quelqu'un qui méprisait, qui dénigrait... Bon, ce n'était pas les rapports de Julliard d'Edmond. Mais bref, il y avait tout un courant au sein de la CFDT avec à l'époque des responsables, y compris des intellectuels, qui étaient importants sur ce débat-là. Et alors, après, ça a donné lieu effectivement à une stratégie autonome qui était beaucoup plus, justement, dont les tenants étaient plus Gilbert, Julliard et compagnie. Là, il y avait un affrontement politique. Alors, peut-être qu'après, dans les formes, c'est vrai que les caractères entre Edmond, je connaissais bien Edmond aussi, qui était éminemment sympathique, en plus c'est pas le problème, et puis les autres bons vivants. Mais le débat de fond, je crois qu'il naît là. Et je parle de ça parce qu'après, ça va avoir de l'importance sur le reste des choses. J'insiste aussi sur l'affaire de la resyndicalisation, parce que moi je tiens à ça. Et je vais vous dire pourquoi. Je crois on a payé tout un temps, parce que là aussi, ce qui apparaît bien clairement dans votre bouquin, c'est les recherches qu'Edmond a engagées dans un tas de domaines, hein, y compris dans la construction de la société et sa gestion, et les rapports qu'il a engagés avec des partis, et pas que des partis, d'ailleurs des hommes politiques, parce qu'on peut aussi lier ça comme ça. Remarquez, à l'époque, dans la région, Michel Rocard venait dans les ENO. Hein. On n'a jamais... Non, mais on ne le faisait pas venir parce qu'on avait une connivence quelconque, on le faisait venir pour discuter de ces questions-là, comme d'autres sont venus ici. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, quand Edmond a été au bout de ses expérimentations et qu'il a vu l'impasse où ça menait, il y a effectivement eu un besoin de resyndicalisation. Alors si je dis ça, c'est parce que j'étais au Conseil national du fameux débat, là. Et effectivement, j'ai dû écrire la semaine d'après pour dire que je n'avais pas entendu parler du terme recentrage, parce que le syndicalisme hebdo qui relatait les débats du CN titrait recentrage. Et j'ai reçu une lettre d'Edmond qui me disait, que ça c'est vrai en plus, que c'était un glissement sémantique du rédacteur en chef qui devait être Guy Laurent. Non, il n'est pas là, Guy, c'est dommage. Ah non, mais il était retenu pour des raisons familiales, sinon il aurait bien aimé être parmi nous. Si je dis ça, c'est que le problème, il était un peu embêtant, parce que quand moi je suis intervenu aussi au Conseil confédéral de Brest, et la version qu'on a défendue, c'est de dire si recentrage il doit y avoir, ou resyndicalisation, on est d'accord sur la démarche. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu des errements de fait dans les sphères confédérales. Et là, ce n'était pas un rapport de province à Paris. C'est vrai que... D'ailleurs, le bouquin le décrit très très bien. Hein. Alors que sur le terrain, ici, les gens n'étaient pas indifférents à la chose politique, mais les pratiques syndicales étaient différentes. Et on aurait dû être les plus en accord. Et on a été en accord sur la resyndicalisation. Je me suis retrouvé en 2000 avec Edmond Maire lorsqu'il a fait son précédent bouquin, qui s'appelle L'Esprit libre, c'est ça ? L'Esprit libre, oui. Au cours d'un déjeuner chez Guy Laurent.
Et on a eu une longue discussion où Edmond m'a carrément dit, mais là aussi je ne l'invente pas, que le hiatus qu'il y avait avec nous, si hiatus il y avait, c'est qu'en fait, contrairement à ce que laisse apparaître aussi, parce qu'on est plutôt présenté comme des gens allant combattre, entre guillemets, ou discuter des positions confédérales. Le hiatus, il y avait eu un hiatus où, en fait, il n'y aurait jamais dû y avoir de tension comme il y avait, quoi. Finalement, les pratiquants de la resyndicalisation, ou déjà d'un syndicalisme de terrain, il y a d'autres copains qui sont ici, même si on n'était pas indifférent à la chose politique, ça se passait ici. Vous avez évoqué aussi, ça aussi c'est pas clair votre lanterne, la démarche qui nous a conduit jusqu'en dans les années 80, effectivement, à refuser les voix à la droite, là, hein. Chose après, on a changé notre fusil d'épaule. Ça partait d'un réflexe qui peut vous paraître curieux, mais c'était un réflexe d'autonomie syndicale. L'idée était de dire, quand on avait en face de nous des programmes de droite, par exemple, je ne sais pas ce qui se passera dans la prochaine présidentielle, là aussi chacun peut avoir son avis, mais quand je vois que Copé propose d'entrer, que si jamais il reprenne le pouvoir, de gouverner par ordonnance et de remettre en cause les 35 heures, le droit syndical, le machin, etc., la démarche qu'on avait, ce n'était pas une démarche liée à un parti, puisqu'en fait, on avait des règles assez précises. C'était plus une démarche de dire, on se prononce sur un parti, sur un programme qui nous est prononcé, et ce n'est pas forcément une démarche d'alignement politique. Mais vu d'ici, ce n'est pas Paris, hein. Alors, je voudrais aussi expliquer quand même que dans la région, on n'était pas les seuls, hein. En Bretagne, en Pays de la Loire, globalement, Loire-Atlantique, on avait un syndicalisme qui tenait la dragée haute à la CGT, on peut le dire comme ça. Et on avait une proportion de syndiqués importante par rapport au reste de la France. Je ne dis pas ça, comment dirais-je, en matière de gloriole, mais ça déterminait une action syndicale et un comportement syndical. Et quand vous alliez à Paris, où vous disiez, à Paris, on a le plus grand nombre de timbres, je m'excuse, mais alors là aussi, quand vous disiez qu'on n'était pas souvent à Paris, en dehors des bureaux nationaux, on était assez souvent à Paris dans différentes commissions. Et on avait quand même des rapports avec le secrétaire général qui prenait un malin plaisir à court-circuiter, parce que là aussi, ça ne paraît pas tellement, là. Je pourrais vous envoyer des courriers, si vous voulez, à court-circuiter un certain nombre de ses camarades, où il se montrait plus compréhensif avec nous que les camarades en question. Mais j'explique tout ça, parce que... Et je me suis toujours posé une question, moi. Je me suis posé la question souvent de me dire, si la CFDT au niveau national avait représenté en gros l'influence et le nombre d'adhérents qu'il y avait dans nos régions de l'Ouest, disons, hein, pour faire ça. Je ne sais pas si comment dirais-je, les recherches d'Edmond Maire, là, schématiquement, hein, pour travailler plus, après le débat du recentrage, là, plus en direction des pouvoirs, ou de peser directement sur les institutions, ou avec une forme de négociation, aura été le même. Hein, ça, c'est une question que je me pose, parce que ici, là aussi, je précise aussi ça, parce qu'il y a eu beaucoup de légendes sur des régions comme les nôtres, où le syndicalisme était actif, la négociation était difficile avec nous. La négociation n'était pas difficile, on a signé des paquets d'accords. Moi, ce qui m'a fait drôle, hein, au début du recentrage, j'ai eu droit, il est cité dans votre livre, là, à un cours par un charmant camarade, hein, c'était Patrice Garnier, là, qui nous expliquait les vertus de la négociation, sachant qu'il fallait qu'on revienne à des pratiques négociatrices. Mais c'est pas non plus. Je dis simplement que les négociations, on en avait un paquet. Ma première action syndicale, moi je ne suis pas venu au syndicalisme pour critiquer Edmond Maire ou la Conf. Mon premier truc syndical, un an après les élections, ça a été une négociation pour réduire le temps de travail de 48 heures à 46 heures. Et on avait, à l'époque, lâché 1 heure. Et je veux simplement dire qu'on s'est trouvé à Paris avec des gens nous expliquant des choses qu'on pratiquait. Alors, c'est un témoignage très intéressant, mais il y a quand même une question qui mérite qu'on esquisse une réponse. Si la CFDT avait partout eu la force numérique, notamment vis-à-vis de la CGT, qu'elle avait ou qu'elle a dans les Pays de la Loire, est-ce que l'attitude confédérale et la stratégie d'Edmond Maire eussent été les mêmes? C'est un point, c'est poser faussement, si vous me permettez, une vraie question. Mais la vraie question, c'est pas une vraie question, c'est une réalité. La réalité, c'est que quand vous êtes
à la Confédération, enfin, quand je dis vous, je me mets parce que c'est pas moi, hein, mais vous regardez le syndicat, vous avez des fédérations, vous avez des unions régionales, et c'est extraordinairement disparate en termes d'implantation, de tradition syndicale, et surtout de secteurs d'intervention. Quand vous êtes dans le textile, dans les années 70-80, où il y a une entreprise qui disparaît tous les jours parce que l'industrie textile est en train d'être ravagée par la concurrence déjà à cette époque. Vous êtes dans des stratégies de survie, qu'est-ce que ça veut dire la négociation? Attendez, on va négocier quoi? Voilà, donc ça induit des comportements un peu à la fois de termes. Il faut peser, on n'a pas le rapport de force. Pour avoir le rapport de force, il faut faire l'union la plus large sur le plan syndical et poser sans arrêt la question du débouché politique. C'est une espèce de logique. Selon que vous êtes dans une telle ou telle région, vous êtes à des niveaux d'implantation très, très différents. Le problème donc même d'expériences très, très, très différentes. Donc c'est vrai que le rôle d'une confédération, me semble-t-il, hein, je ne veux pas me mettre à la place de gens, j'en serais bien incapable, mais pour ce que je constate, c'est que la question, c'est d'arriver à trouver une ligne, disons, de commune, quoi, une espèce de position qui puisse avoir donner une cohérence d'ensemble à des situations qui sont extraordinairement disparates. C'est vrai que l'Union des Pays de la Loire avait tendance à dire, regardez, nous, oui, mais d'accord, mais en même temps, l'Union régionale des Pays de la Loire, et ça a toujours été un problème très particulier, c'était des rapports avec la CGT. L'Union des Pays de la Loire a toujours été pour une union très étroite avec la CGT, ça vient de loin. J'explique dans le bouquin comment le fameux accord interconfédéral de 66, signé avec la CGT par Eugène Descamps, Gilbert Declercq avait joué un rôle important pour convaincre Eugène Descamps de le faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Union régionale... Enfin, vous me dites si je me trompe, mais la région Pays de la Loire, la CFDT, est assez forte, peut avoir, disons, être n'est pas passé à la trappe, n'est pas en cas dans une action unitaire. En même temps, il y a beaucoup de petites entreprises, donc ça joue un rôle comme ça, un peu d'entraînement. Donc la région Pays de la Loire est toujours très, très union avec la CGT, union avec la CGT. La métallurgie. C'est intéressant, la métallurgie partage avec l'Union, c'est une fédération, donc c'est plus une région. Fédération, la métallurgie a toujours été très unitaire avec la CGT. Pour des raisons aussi, ils ont le rapport de force, ça leur permet, disons, d'amplifier l'action sans être totalement bouffés, parce qu'ils ont un rapport de force qui leur est favorable. Et il n'empêche que la métallurgie, par ailleurs, en revanche, sur le recentrage, va beaucoup plus loin que Quai de Montmer, et beaucoup moins loin que vous. Donc c'est jamais très simple, tout ça. Alors je voudrais revenir aux questions initiales. Vous avez raison, la divergence de fond, alors là aussi c'est difficile de raconter ça très, très, très rapidement, mais ce qui a beaucoup marqué les débats internes de la CFDT, dans une indifférence assez générale en dehors, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant, c'était quand Edmond Maire et Marcel Gonin ont développé l'idée qu'il fallait qu'il y ait une stratégie commune des syndicats et des partis, stratégie qu'ils opposaient à la stratégie autonome défendue par Gilbert Declercq, justement, qui considérait que les syndicats devaient agir par eux-mêmes et ne pas du tout s'en remettre. Sauf que cette interrogation, cette discussion, cette réflexion que pouvait avoir Maire tourne autour de ce que je disais tout à l'heure. Quel type de rapport les syndicats peuvent entretenir avec les partis pour avoir une vraie efficacité en termes de transformation générale de la société? Bon, alors, on
peut dire après, oui, le contrat, ça se liait, le mot contrat a été abandonné assez vite, mais il faut voir aussi que dans le contexte de l'époque, c'est l'époque où Mendès France écrit La République moderne, où développe l'idée que du contrat de législature. Le mot contrat, comme ça, a une force positive. Et c'est repris par Maire, c'est critiqué, mais je veux dire par là que c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas, même si évidemment avec le recul, tout ça peut paraître un peu dépassé, mais je veux dire, c'est vrai qu'il a raison, Bernard-Henri, Gilbert de Clèves et d'autres comme Jacques Julliard étaient très opposés à cette histoire de stratégie commune et stratégie développée par Maire et Gonin. Nous pouvons prendre une dernière question. Si le besoin s'en fait sentir. Non, pas vraiment. On va s'en... Oui, si, mais ce sera vraiment la dernière. Réponse courte, question courte, réponse courte. J'avais envie de poser une question qui est un pas de côté, puisque c'est Jean-Michel Hedwig qui intervient aujourd'hui, qui a été quand même à Libération pendant des années et des années. Et voilà, je voulais avoir son avis sur la situation d'un journal emblématique de ces années également. Honnêtement, ça m'attriste, mais en même temps, je ne suis pas sûr que si j'étais resté, ça serait mieux. Bien, bah écoutez, merci à Jean-Michel Hedwig. Je vous conseille de lire le livre. Normalement, on le trouve à la sortie. Je suis un peu gêné pour indiquer le prochain rendez-vous de Place Publique. De questions publiques, pardon. Je vais le faire, si tu veux. La prochaine fois, on fera quelque chose d'un peu consanguin, puisque l'invité sera Thierry Guidet lui-même. Puisqu'il sort un ouvrage là, au tout début février qui s'appelle La rose et le granit, aux éditions de l'Aube, sur le socialisme municipal dans l'Ouest, où il traite de la question de cette génération qui est arrivée au pouvoir en 77, les héros, les Hoxiètes, etc. Et donc on traitera de cette question-là au moment où une autre génération, cette génération-là s'efface et une autre arrive. Et on traitera de cette question-là le 17 février, le lundi à 18h ici.